Salut tout le monde, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument et on va se concentrer vraiment en profondeur sur un seul chapitre, le fameux chapitre 3 de la partie Destin. On va décortiquer le matérialisme historique selon la perspective d'une philosophe majeure. L'idée ici, c'est pas du tout de prendre parti d'un bord ou de l'autre, on va simplement analyser le plus objectivement possible les arguments économiques et existentiels de ce texte incontournable. C'est parti, on s'y met. Faisons un petit saut dans le temps. On est en 1949 et la publication de cet ouvrage vient littéralement redéfinir notre compréhension sociologique et biologique des dynamiques entre les sexes. L'auteur ne pond pas juste qu'un essai par simple revendication. Elle part vraiment d'une question philosophique d'une profondeur inouïe. Au fond, qu'est-ce qu'une femme? Et dans ce fameux chapitre 3 précisément, l'objectif est de comprendre comment l'histoire matérielle, les outils et l'économie ont carrément façonné cette définition à travers les millénaires. Au menu pour ce décryptage, on a 5 grandes étapes. D'abord, le matérialisme historique. Ensuite, l'opposition fondamentale entre répétition et création. En 3, la dialectique de Hegel. En 4, l'exclusion du concept de Mitsein. Et on termine avec l'impact colossal de la révolution industrielle. Première étape de notre parcours, le matérialisme historique. Donc, on commence par explorer la théorie du philosophe Friedrich Engels, qui sert de point de départ rigoureux à cette analyse. Pour faire simple, Engels avance que notre statut social est complètement lié à l'évolution de la technologie. Imaginons un peu le tableau. Dans les premières ordres primitives, la notion de propriété privée, ça n'existait juste pas. Tout bascule avec le passage à l'agriculture et surtout avec une invention qui change la donne. Les outils en bronze et en fer. Soudainement, le travail humain devient extrêmement rentable. Défricher, forger, cultiver, ça génère de gros surplus. L'humain passe d'une survie de base à une véritable domination de la nature. C'est là qu'apparaît la propriété foncière privée. Et avec tout ça, c'est l'avènement du patriarcat. La femme, qui était historiquement moins impliquée dans ces nouveaux travaux de force, subit une chute économique assez dramatique et se retrouve peu à peu asservie au maintien du patrimoine accumulé. Par contre, l'auteur met un frein assez sec à cette théorie. Dans le chapitre 3, c'est écrit noir sur blanc, Engels n'a expliqué qu'incomplètement sa déchéance. C'est super important de comprendre le point ici. L'argument économique, il est capital, c'est sûr, mais il est jugé incomplet. C'est pas juste parce qu'on a inventé le bronze ou modifié notre façon de produire qu'on peut justifier une oppression aussi universelle et aussi intime dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça, inévitablement, ça soulève une question vertigineuse. Pourquoi l'explication économique ne dit-elle pas tout? Pourquoi est-ce qu'une simple différence de force musculaire ou de production mènerait à une ségrégation existentielle aussi forte? Pour trouver des vraies réponses, on doit sortir du terrain purement matériel et plonger à pieds joints dans les racines philosophiques de notre existence. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. Répétition contre création. Accrochez-vous, on rentre dans le domaine de la philosophie existentielle pure. Commençons par définir un concept clé. La transcendance. Dans cette façon de penser, la transcendance, c'est l'action de dépasser le moment présent pour transformer le monde. C'est l'œuvre de ce qu'on appelle l'homo faber, l'humain qui fabrique. Quand quelqu'un forge une charrue ou bâtit un mur, il ne fait pas juste survivre pour une journée de plus. Il invente l'avenir. Il projette et crée de nouvelles valeurs avec des outils qui vont lui survivre. C'est un acte puissant de création face à une nature souvent hostile. À l'extrême opposé, on a l'immanence. L'immanence, c'est le fait de rester coincé dans la simple maintenance de la vie, dans le présent. C'est être ancré dans des cycles biologiques qui se répètent inlassablement, sans vraie fin en soi, sans projection vers l'avant. Et selon le texte, le drame historique des femmes dans ces sociétés naissantes, ça a été d'être biologiquement confiné à cette immanence-là, d'être relégué à répéter la vie, au moment même où l'humanité commençait à valoriser par-dessus tout la création et le dépassement de la nature. On se retrouve donc avec un face-à-face assez bouleversant entre la vie et l'existence. Au niveau strictement biologique, une espèce maintient le cap en se répétant. Mais l'humain, lui, transcende cette simple survie brute par l'existence, en élaborant des projets qui modifient le monde à long terme. Historiquement, en fabriquant une hache ou en construisant un bateau, l'homme a incarné l'existence et l'innovation. Pendant ce temps, la femme s'est retrouvée, symboliquement et matériellement, liée à la stagnation de la vie, à son maintien inerte. Le texte soulève d'ailleurs une dynamique fascinante sur ce point. Pourquoi les grandes expéditions de chasse, les voyages en haute mer ou la construction ont très tôt pris un caractère aussi sacré? Eh bien, l'humanité n'a jamais sacralisé le simple fait de donner la vie au même niveau que le fait de la risquer. C'est là toute la fierté existentielle. L'humain trouve sa gloire non pas en acceptant sa fatalité animale, mais en risquant sa propre survie pour inventer l'avenir.
Le héros des temps anciens, c'est celui qui brave le danger, sortant ainsi du cycle purement végétatif. On passe à la troisième partie, la dialectique d'Hegel. L'auteur s'appuie ici sur la fameuse dynamique du maître et de l'esclave de Hegel. Comment ça fonctionne? Le maître obtient son statut parce qu'il a accepté de risquer sa vie dans un combat mortel. Il prouve que son esprit est plus important que sa simple survie animale. L'esclave a perdu, certes, mais il a lui aussi traversé ce risque. Or, l'analyse montre que cette logique hégélienne ne s'applique pas au rapport entre les sexes. Historiquement, la femme donnait la vie, oui, mais elle ne la risquait pas sur un champ de bataille de la préhistoire. Il n'y a jamais eu de grande guerre fondatrice entre les hommes et les femmes. La différence historique saute aux yeux. Le rapport de pression classique entre un maître et un esclave repose toujours sur une bagarre sanglante, sur la soumission d'un adversaire. Mais entre l'homme et la femme, tout s'est structuré sans affrontement armé. Dans les temps anciens, la femme était perçue avec énormément de mystère. On la respectait, on la craignait parfois pour son pouvoir de fécondité qu'on ne comprenait pas trop. Elle a été placée dans une catégorie presque magique, associée à la nature, plutôt que soumise par la force brute comme un ennemi vaincu. Et là, l'œuvre fait une mise au point essentielle. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les femmes n'ont jamais opposé de soi-disant valeurs féminines de douceur aux valeurs masculines de conquête. Ça, c'est un mythe. Les femmes, tout comme les hommes, sont des êtres dotés de conscience et elles aspirent aux mêmes valeurs de transcendance, de création et de liberté. Si elles ont été absentes des grands projets de l'histoire, ce n'est vraiment pas par manque d'ambition. C'est simplement parce que, matériellement et socialement, c'était impossible d'y participer durant de longs siècles. Quatrième partie, l'exclusion du Mitsein. C'est un concept incontournable pour vraiment saisir cette ségrégation. Le Mitsein, c'est un terme emprunté à la philosophie allemande qui veut littéralement dire « l'être avec ». C'est l'idée de coexister. C'est former une communauté de pairs basée sur le travail d'équipe, sur un projet commun et sur une profonde reconnaissance mutuelle. C'est se voir comme des bâtisseurs capables de façonner le monde ensemble. Et selon le chapitre 3, c'est précisément de cette fraternité intellectuelle et ouvrière que la moitié de l'humanité était tenue à l'écart. Pourquoi cette exclusion? Au début de la métallurgie et de l'agriculture lourde, la femme n'a pas pu participer à la fabrication et à l'utilisation des nouveaux outils lourds. Elle est restée ancrée à la maison, associée au mystère de la reproduction. Vu qu'elle n'était pas sur le terrain pour repousser les limites technologiques avec les autres, elle n'a pas été reconnue comme un compagnon de travail. L'analyse explique que la volonté masculine de domination a pris cette simple différence de force physique pour en faire une véritable malédiction sociale, la coupant totalement de la communauté agissante. L'ouvrage soulève ici un paradoxe assez fou sur la force de travail. Pourquoi historiquement les hommes capturaient-ils d'autres hommes pour en faire des esclaves au lieu d'asservir leurs propres femmes aux travaux forcés? La réponse est froidement pragmatique. Un homme esclave, c'était tout simplement plus efficace et rentable pour les gros travaux agricoles. En plus, cet esclave étranger n'était protégé par aucun tabou magique, il pouvait être traité comme une bête de somme. La femme, à l'inverse, inspirait une crainte religieuse complexe. Cette dimension spirituelle l'a sauvé de l'esclavage total, c'est certain, mais ça l'a définitivement figé dans ce rôle perpétuel de l'autre, un être à part, hors de l'humanité souveraine. Cinquième et dernière partie, la révolution industrielle. Le point de bascule. Si on fait un récapitulatif chronologique, à la préhistoire, l'humanité dépendait totalement de la nature. Puis est arrivé l'âge du bronze avec ses outils lourds, ce qui a cristallisé le pouvoir patriarcal. Pendant des siècles interminables, c'est la force physique brute qui dictait les règles de la société. Jusqu'au 19e siècle. L'essor fulgurant de l'ère des machines est venu complètement exploser cet ancien équilibre. Les machines, ça change absolument tout. Un moteur à vapeur ou un métier à tisser mécanique, ça annule complètement le besoin de force musculaire pure. L'industrie moderne se développe à une vitesse folle et exige une main-d'œuvre colossale. Soudainement, les femmes peuvent quitter l'isolement de la maison pour intégrer les usines. Elles retrouvent un accès direct et massif à la production sociale, un rôle actif qu'elles avaient perdu depuis la préhistoire. Dans la perspective de ce texte, l'émancipation féminine se retrouve alors intimement liée aux luttes de la classe ouvrière. Ce qui nous ramène élégamment à notre point de départ et à Friedrich Engels, cité dans le texte, « La femme ne peut être émancipée que lorsqu'elle prend part dans une grande mesure sociale à la production. » Le constat matériel est implacable. L'indépendance économique, c'est vraiment le prérequis indépassable, le moteur de toute libération véritable. Tant qu'un groupe est exclu de l'économie, l'autonomie concrète, c'est juste du vent. Pour conclure notre exploration de ce chapitre 3, on constate que le matérialisme à lui seul laisse l'équation incomplète. Gagner un salaire, c'est indispensable. Mais pour abolir ce statut psychologique de l'autre, ça prend une étape monumentale de plus.
L'indépendance matérielle doit fusionner avec une intégration totale au médecin. Il faut une reconnaissance absolue de chaque être humain, non pas comme un corps biologique ou une machine à produire, mais comme une conscience libre, capable de transcendance. Alors, est-ce que la vraie égalité s'arrête au partage de l'économie ou est-ce qu'elle exige d'abord et avant tout de changer la façon dont on reconnaît l'existence de l'autre? C'est une excellente réflexion pour terminer l'analyse de ce texte magistral. Ça conclut notre décryptage d'aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain sujet.